Alexis, merci. Alors, merci à vous. Donc, bonjour à tous. Je m'excuse pour mon absence parmi vous. J'ai tenu à cause de certaines contraintes administratives. Donc, je vais procéder à cette communication à distance. Alors, je m'en vais vous présenter une communication intitulée Médias traditionnels, plateformes numériques et influenceurs web en Côte d'Ivoire, les configurations du champ médiatique et enjeux socio-économiques. Alors, cette étude s'intéresse aux mutations de la communication ainsi qu'au processus actuel de numérisation de l'audiovisuel dans la zone ouest africaine et particulièrement en Côte d'Ivoire, qui constitue le dernier pays en Afrique subsaharienne à libéraliser la télévision en 2019. Un acte qui peut paraître un peu paradoxal au regard du système économique de ce pays, qui a opté pour le libéralisme économique suite à son accession à l'indépendance en 1960. Une réalité qui est restée inchangée malgré la succession des différents régimes politiques qui ont conduit le pays jusqu'à nos jours. Donc, garder la télévision sous monopole public pendant 60 ans a été rejeté, notamment, et la récente libéralisation qui a coïncidé avec le passage à la télévision numérique terrestre a suscité nombre d'interrogations et qui nous ont conduit à nous intéresser à ce secteur médiatique en Côte d'Ivoire. Alors, mon propos sera structuré en 5 points essentiels. D'abord, le contexte général, le contexte scientifique, l'approche théorique de l'étude, l'enquête et l'analyse des données, et enfin, les résultats. Alors, pour situer la Côte d'Ivoire sur une carte du globe, je vous projette cette carte de la Côte d'Ivoire avec les principaux indicateurs en ce qui consiste les indicateurs démographiques et socio-économiques issus du récent sommet des chefs d'État sur le développement humain, le 25 et 26 juillet 2023 à Convalide. Donc ici, la Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest, comme vous le voyez, qui a une population estimée à environ 30 millions d'habitants, selon le recensement de la population et des habitants, et donc qui est considérée comme la première économie de la zone UEMOA. Donc UEMOA, c'est l'Union économique. Après avoir eu plusieurs soubresauts politiques et même militaires dans son histoire, la Côte d'Ivoire, au sorti de 2 guerres civiles, en 2022 et en 2010, opère un ensemble de réformes qui va concerner toute la vie socio-économique et politique de la Côte d'Ivoire, lorsque arrive au pouvoir M. Alassane Ouattara, qui est un fin défenseur du libéralisme économique. Et le secteur des médias est aussi impacté par ces réformes. Et donc, durant plus d'une décennie, on va avoir une forte concentration de réformes dans ce secteur qui partira de ce qu'on peut appeler des services publics d'accès à l'information, mais des secteurs médiatiques, notamment la presse écrite, la communication audiovisuelle et publicitaire, vont être réformés. Et ici, je vous invite à retenir ces 2 réformes majeures, c'est-à-dire la loi de 2017 portant le régime juridique de la communication audiovisuelle et son décret d'application, et la récente loi qui vient en quelque sorte modifier la première de 2017, donc la loi 2022, qui aussi concerne la communication audiovisuelle. Mais ces grandes réformes ne vont pas se limiter à simplement changer le cadre juridique de la communication. Il va y avoir un déploiement de politique nationale concernant les médias et la communication, déclinées en différentes stratégies, notamment des stratégies pour le développement de la presse, pour le développement de l'audiovisuel, de la communication publicitaire. Et au même moment, se fera de façon parallèle le déploiement et le basculement vers la télévision numérique terrestre. À ce jour,
on peut estimer la couverture nationale de la TNT à 94,60%, et selon un conseil des ministres dont un communiqué a fait sortir ce chiffre en mai dernier. Et donc, la télévision numérique terrestre a été considérée comme le corollaire de la numérisation de l'audiovisuel, qui, comme vous le savez, naît de la recommandation de l'organe chargé des télécommunications de l'ONU, notamment l'Union internationale des télécommunications, qui avait fixé à l'horizon 2010 la transition au numérique, et notamment le passage de la télévision de diffusion analogique à la télévision de diffusion TN. Et donc, ces deux politiques vont être considérées, cette politique va être considérée en Côte d'Ivoire comme un enjeu majeur de libéralisation concomitamment de la télévision, mais aussi de passage au numérique. Et donc, vu que la TNT a été pensée dans la même logique que les réformes de l'audiovisuel, en 2019 va intervenir la libéralisation de la communication audiovisuelle. Et donc, qui dit libéralisation de l'audiovisuel dit passage du monopole public à un pluralisme médiatique, voire d'expression. Et donc, la TNT fait venir en Côte d'Ivoire des nouveaux médias dans le paysage médiatique. Et donc, à ce jour, on compte 4 télévisions de service public et 4 télévisions privées commerciales, à côté où il y a aussi des bouquets de satellites qui comprennent des médias étrangers. Et donc, on a le bouquet, par exemple, Canal+ ou Star Time dans le pays. Alors, à présent, je vais aborder le contexte scientifique de cette communication, et d'ailleurs, ce qui nous permet de pouvoir aboutir à l'étude que nous sommes en train de vous présenter, c'est qu'en 2019, un travail de mémoire a été initié par moi-même pour pouvoir comprendre les enjeux de cette libéralisation. Et donc, la première enquête menée aboutit au résultat suivant. La communication audiovisuelle la libéralisation de la communication audiovisuelle a été opérée entièrement sous contrôle. Et sous contrôle parce que les médias, les nouveaux médias qui sont nés suite à la libéralisation, sont des médias appartenant à des proches du pouvoir. Et donc, cette libéralisation est tout à fait muselée, de sorte à accueillir des personnes dont le profit ne poserait pas de problème au système en place. Ensuite, cette enquête a révélé un entrepreneuriat politique des acteurs politiques dans le secteur des médias, à mesure que le capitalisme endogène prend de la maturité. Il faut savoir que maintenant, c'est récurrent dans certains pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, de voir des individus, des acteurs porter la double casquette d'acteurs politiques, mais aussi d'entrepreneurs ou hommes d'affaires. Et donc, dans ce processus de libéralisation, ces acteurs politiques réputés être aux confluents des sphères politiques ont obtenu des licences de création de nouveaux médias. Et donc, ces médias privés, dans la structure de leur propriété, on retrouve des acteurs politiques de premier plan et qui ne se cachent pas en ce qui concerne les proximités avec le pouvoir en place. Un troisième résultat, c'est l'étroitesse du marché local de la publicité menaçant la viabilité de ces chaînes nouvellement nées. Alors, cela s'explique par le fait que la libéralisation a été faite sur des promesses selon lesquelles l'assiette publicitaire actuellement en Côte d'Ivoire peut constituer environ 10 à 12 milliards de francs CFA. Je vous laisse convertir en euros ou en dollars, sachant bien que 1 euro est l'équivalent de 650 francs en Côte d'Ivoire.
Ensuite, un autre résultat, c'est le délit de compétence et de limitation de l'indépendance de l'organe de régulation. Et ensuite, un échec probable de la TLC en raison de l'attouchement des populations aux programmes étrangers et de la forte pénétration des chaînes internationales. Le projet de la TLC a été pensé de sorte qu'il y ait dans les objectifs gouvernementaux que les populations abandonnent le bouquet satellite et leurs abonnements au grand bouquet que nous connaissons pour simplement bénéficier d'un accès gratuit à un ensemble de chaînes, notamment 8 chaînes, donc les chaînes de la TNT, et de pouvoir, en quelque sorte, animer ce nouveau écosystème et ce nouveau secteur économique qui est en éclosion. Mais il se trouve que la proposition de l'offre de contenu de ces chaînes ne donne pas satisfaction aux populations et donc ils continuent à perpétuer leurs habitudes, sachant bien que pendant 60 ans, la communication audiovisuelle, disons, la télévision était sous monopole public et avec un contrôle plus ou moins politique des offres et même des contenus, ce qui a rabattu l'ensemble de la population vers les chaînes étrangères où ils ont la possibilité d'avoir des contenus qui abordent des contenus du sport, du divertissement et même du cinéma. Deuxième élément de ce contexte scientifique, c'est qu'à la suite de ce travail, nous avons initié un projet de thèse en cours qui vise à analyser les logiques économiques et les enjeux de pouvoir dans la filière audiovisuelle et dont les questionnements s'étendent sur le rôle sociopolitique des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire, l'analyse de l'imbrication des champs politiques et médiatiques, que je viens de souligner à l'instant, les conditions socio-économiques de production des lois, les formats et les dispositifs en ligne, ainsi que les médiations juridico-politiques qui configurent leur mise en œuvre et les stratégies qui sont sous-jacentes. Et aussi voir comment le processus de numérisation de l'audiovisuel intègre des dispositifs numériques dans la production, la diffusion des contenus au niveau des chaînes de la TF. Donc l'objectif de cette thèse est d'éclairer le processus par le coup de l'utilisation des logiques économiques, c'est-à-dire libéralisation et les caractéristiques formelles de la filière audiovisuelle actuelle en Côte d'Ivoire, ainsi que d'éclairer les enjeux du pouvoir qui peuvent être des enjeux de domination de ce secteur. Maintenant, pour cette communication qui est issue de ces observations précédentes, nous nous appuyons, du point de vue théorique, sur la socio-économie des médias, donc en faisant une analyse socio-économique de l'industrie télévisuelle ivoirienne. De fait, on s'inspire des travaux impressionnants une filiation de l'économie politique de la communication jusqu'au récent développement qui porte sur la plateformisation des industries culturelles, ce potentiel enjeu d'opportunité pour l'industrie télévisuelle. Mais au niveau local, ce processus de numérisation de l'audiovisuel a aussi été l'objet de beaucoup de travaux de chercheurs africains et ivoiriens notamment. Et donc ici, Oumouni et Sexa ont travaillé sur la question de la régularisation de la télévision en ligne, donc dans 3 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Ensuite, Bamba et Caribou, qui ont travaillé sur les nouvelles formes d'interaction entre ces médias de la libéralisation et aussi de la libéralisation de l'audiovisuel avec leurs différents publics. Et enfin, nous pouvons nous appuyer également sur les travaux de Adepo Julien, qui a travaillé sur la contribution des influenceurs web au marketing d'influence des marques ivoiriennes. Et donc, en s'appuyant sur ces différents travaux, nous postulons que l'influenceur web ivoirien constitue aujourd'hui l'élément nodal des enjeux économiques des médias en Côte d'Ivoire.
Il serait pour l'instant un atout majeur pour la viabilité des chaînes de télévision issues de la libéralisation de l'audiovisuel. Et ce cas théorique nous conduit à un ensemble de questionnements qui est le suivant. Dans quelle mesure, les influenceurs ivoiriens constituent aujourd'hui l'élément nodal des enjeux économiques des médias en Côte d'Ivoire? Quels sont les atouts et les éventuelles compétences que ces influenceurs mettent au service des éditeurs de chaînes TN? Pour répondre à ces différentes interrogations, à notre hypothèse de départ, nous avons décidé de faire l'analyse du cadre juridique de la communication de Côte d'Ivoire. Et donc, cette analyse se repose sur des lois, des ordonnances, des décrets qui sont élaborés pour pouvoir encadrer l'activité médiatique au niveau du pays. En termes d'autres stratégies de méthodologie, nous avons adopté l'entretien semi-directif en interrogeant à différentes périodes 3 directeurs de programme, donc de ces nouvelles chaînes. Donc la chaîne Live TV, c'est une chaîne TV commerciale, LCI, une chaîne TV commerciale, et LTI, RTI3, qui fait partie du panel du groupe médiatique public, donc la radio-télévision ivoirienne, qui regroupe 3 chaînes nationales, une chaîne locale et une radio nationale. Nous avons également eu un entretien avec le président de la ACA, donc l'autorité de régulation de la communication, sur les périodes d'avril à mai 2021, et tout récemment, des entretiens avec 5 influenceurs qui sont présents dans les médias, occupant soit des postes de chroniqueurs d'émissions ou d'animateurs d'émissions. Tout ceci sur la période du 13 mars au 20 avril 2020. L'objectif, d'une part, de ce dispositif méthodologique consistait à appréhender la place de dispositifs numériques dans la production, la diffusion, voire la réception de contenus audiovisuels, puis de comprendre le rôle assigné aux influenceurs web dans cet environnement. Et d'autre part, comprendre les mécanismes de régulation de l'utilisation de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. À rappeler que ces entretiens ont eu lieu à distance et nous avons utilisé des applications de messagerie telles que WhatsApp et Messenger. Pour les résultats, nous avons abouti au résultat suivant. Nous avons un profil hétérogène de ces influenceurs qui investissent les médias audiovisuels ou qui sont sollicités par les éditeurs. Ils sont à la base des comédiens web, des humoristes, des coachs conjugaux, matrimoniaux, je peux dire, et ou des coachs en mode cumulant des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux numériques tels que Facebook, Instagram, YouTube, qui sont les réseaux sociaux préférés compte tenu du type d'activité qu'ils mènent. Il n'est pas exclu qu'au fur et à mesure qu'une nouvelle tendance et une nouvelle plateforme sort, telles que TikTok ou également Telegram, ces mêmes influenceurs réinvestissent ces différentes plateformes. En termes de parcours ou de formation ou de niveau intellectuel, ces influenceurs, pour certains, ont des diplômes qui sont liés à la communication, notamment le journalisme et le marketing, ou sont recrutés sur la base de leur popularité sur les réseaux. Ceux recrutés sur la base de leur popularité se distinguent par leur capacité à traiter de sujets considérés tabous dans l'espace public, notamment des conseils liés à la vie conjugale ou même aborder des problématiques qui, pour l'instant, n'ont pas encore grande vulgarisation dans l'espace public ivoirien, qui peut aller jusqu'à la problématique de l'homosexualité. Une autre
Un autre élément essentiel sur le profil de ces influenceurs, c'est leur présence saisonnière à l'antenne caractérisée par des contrats de courte durée. Alors, il faut savoir que cet influenceur anime la plupart du temps des émissions de divertissement, programmées là aussi soit en été ou soit pendant les vacances, en vue de pouvoir donner un certain nombre d'impulsions au programme médiatique de cette chaîne. Et donc, ils sont de façon temporaire parfois, à l'exception de lui, qui nous a révélé que son émission se porte très bien, et au regard des observations, effectivement, qui est à la troisième saison de l'émission Très la nuit. Et donc, ça met en exergue ici la question de la précarité et le fait que leur présence ne peut pas forcément leur permettre de pouvoir abandonner leurs activités d'origine. Donc, en tant que professionnels de ces médias audiovisuels aujourd'hui, ils sont également ces influenceurs qui continuent leurs activités en parallèle. Même si ils avouent que certains responsables de médias veulent qu'ils mettent la priorité sur leurs activités dans les médias audiovisuels. Au regard de ce qui précède, on peut distinguer deux catégories, des macro-influenceurs, comme l'a révélé à défaut dans ces travaux. Donc, ce sont des influenceurs comptabilisant le million d'abonnés et les micro-influenceurs qui sont ces influenceurs qui dépassent la barre des 100 000 abonnés. Deuxième résultat. Les influenceurs participent à l'accroissement de l'audience et à la rentabilité économique des chaînes de la télé. Ici, je vous mets des verbatims de deux responsables éminents de chaînes de télévision et de radio en Côte d'Ivoire, qui représentent plus ou moins le secteur public et le secteur privé de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Et donc, ici, si je vous prends le propos de M. Savignon, qui est directeur d'une chaîne privée, en l'occurrence l'AITV, qui s'exprime de la sorte. Le vrai sujet, ce n'est pas les influenceurs, mais le modèle économique de la télévision. Le monde a changé. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les artistes, les sportifs qui ont la cote, ce sont aussi les influenceurs issus du web. Nous sommes passés du stade d'hommes de médias à celui d'hommes médias. Les influenceurs sont eux-mêmes un média. Et donc, ici, le propos de ce responsable de médias met en avant un élément très essentiel. Comme je vous l'expliquais tantôt, le discours politique qui a conduit à légitimer la libéralisation et aussi à inciter les acteurs économiques à investir le secteur médiatique a été que la libéralisation allait offrir une manne publicitaire qui va permettre de rentabiliser ces médias. Mais il se trouve que pendant longtemps, et pendant 60 ans, la télévision publique a été, je dirais, arrêtée comme maître dans ce secteur. Et donc, finalement, ça crée d'énormes difficultés pour les médias privés de pouvoir accéder à des annonceurs qui, pendant longtemps, ont été dans une sorte de fidélité avec les médias publics en place. Et donc, le recours aux influenceurs ici s'explique par l'idée de pouvoir rattraper un retard ou bien de se faire une place dans cet environnement concurrentiel. Mais il est aussi intéressant de pouvoir voir comment, au niveau du secteur public des médias, les acteurs eux-mêmes voient les influenceurs, quel rôle ils leur assignent. Et donc, je vous prends ici le verbatim de ce propos de Mme Koulibaly, Mariam Koulibaly, qui est directrice des médias d'un média du groupe public, qui dit « Nous tous avons besoin de vendre, d'avoir de l'audience. Vous le recours à ces personnes qui ne sont pas forcément de notre milieu et qui ont de l'audience. Faut-il capitaliser sur les influenceurs ou rester sur du classique
la RTI a opté pour un compromis. Nous les faisons venir en étant un point d'honneur à les encadrer. Et donc, il y a véritablement un souci. Il y a véritablement un souci excusez-moi, je passe un peu vite. Il y a un souci sur, d'ailleurs, et même la possibilité de pouvoir laisser à la fois la gestion des équipes, de pouvoir laisser totalement ces influenceurs exercer dans ces médias. Donc, comme l'explique cette responsable de médias, il y a des enjeux d'encadrement et aussi de surveillance de ces influences. Alors, on me fait savoir qu'il me reste 2 minutes, je vais aller plus rapidement pour le reste des slides. Nous allons peut-être revenir avec les questions. Un troisième résultat, c'est la régularisation des contenus audiovisuels, soit produits par ces influenceurs ou même sur les réseaux sociaux numériques. Et donc, en termes d'indicateurs, il y a eu cette interpellation des investissements et un plan en 2022, mais il y a aussi la modification de la loi de l'audiovisuel qui inclut aujourd'hui les web TV, les radios, qui émettent sur le web dans les compétences de l'autorité de régulation. Et un fait majeur, c'est le fait d'avoir donné un caractère juridique et une définition juridique au statut d'influenceur. Et je vous cite la loi, l'article 1er de la loi de 2022 sur l'audiovisuel qui dit « Influenceur, personne qui utilise les réseaux sociaux, blogs ou des vidéos, aux moyens de communication sur le web pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers, modifiant leur comportement. » Et donc, déjà, l'autorité reconnaît que les influenceurs eux-mêmes ont cette caractéristique de modifier les comportements et aussi peuvent lorsque, par exemple, une des influenceuses qui anime une émission célèbre à l'Ocalia se fait interpeller par l'autorité, vu qu'elle a tenu des propos allant à pouvoir mettre en péril les valeurs fondamentales de la République, de la famille et des bonnes mœurs. En conclusion, on pourrait dire que les influenceurs web ivoiriens sont considérés aujourd'hui comme des professionnels au regard de l'évolution du cadre juridique qui encadre l'activité du audiovisuel et aussi le fait de leur avoir reconnu une certaine importance dans l'environnement médiatique en Côte d'Ivoire. Les plateformes sont devenues des baromètres de calcul des audiences, l'absence de structures compétentes pour le faire. Il faut rappeler que pour l'instant en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de structure comme en France, comme il y a des prix qui analysent le calcul des audiences. En troisième lieu, il faut savoir aussi que le recours aux influenceurs répond à une stratégie d'absorption de ceux-ci par les éditeurs de chaînes TNT. Et enfin, le développement d'une certaine tolérance administrative, comme l'a révélé Simon Gono dans l'un de ses travaux sur le Cameroun. Et actuellement, nous observons aussi cette tolérance au regard des dérapages que font ces médias et du taux de sanctions que applique l'autorité législative ou l'autorité de régulation de ces médias. Voici une petite bibliographie de notre communication et je vous remercie pour votre attention. Thank you. If anyone has any questions, and I don't know if you can maybe monitor the Zoom to see if there's any questions there as well. J'ai une question. Je vais juste me mettre Oui. sur le Zoom. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est tellement intéressant les cas particuliers de Côte d'Ivoire. Vous avez mentionné que c'est le dernier pays subsaharien de libérer la télévision. C'est ça? Et je me demande, je suis très curieuse de savoir pourquoi, quelles sont les conditions
politiques, culturelles, sociales qui ont contribué à ces délais, je dirais, et qui maintenant doivent en fait s'actualiser rapidement parce que maintenant il y a déjà une tolérance administrative envers les influenceurs, mais ça fait juste 3 ans qu'ils sont en fait à libérer la télévision. Comment regarder en premier lieu, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que c'est le cas de ces délais dans le cas de Côte d'Ivoire en comparaison à d'autres pays africains? Et en deuxième lieu, comment regardez-vous ce rapide et comme rattrapage avec les politiques culturelles en général et la question légale, judiciaire de cette association des influenceurs, disons. Merci. Très bien. Je vous remercie pour votre question. Alors, cette libéralisation tardive s'explique par plusieurs facteurs. Le premier élément, c'est le régime politique et le fait que l'avènement des médias en Côte d'Ivoire est parti sur une idée que le média est un instrument d'opinion. Je vais vous prendre l'équivalent de la presse, par exemple. En Côte d'Ivoire, sachez qu'il n'y a pas de presse d'investigation ou encore de presse indépendante, si on peut le dire. Ce sont des médias qui appartiennent plus ou moins ou qui sont affiliés à des partis politiques. Et donc la télévision, en l'espèce, a été créée en 1933 et donc qui a été vue comme un élément de légitimation, un instrument de légitimation de l'action politique. Et c'est pourquoi que pendant longtemps, malgré une première tentative de libéralisation en 90, suite à ce qu'on appelle en Afrique comme étant la vague de libéralisation politique et médiatique issue des recommandations du sommet de la Baule, où François Mitterrand a reçu des présidents africains leur intimant de passer à des systèmes politiques, voire la démocratie en particulier. Et donc, la première tentative à 90 n'a pas forcément abouti à une libéralisation totale. Le régulateur, ou disons l'acteur politique, a souhaité simplement que des opérateurs internationaux, notamment Canal+, Comédie, puissent vendre son bouquet dans ce pays. Et donc, la télévision sera en quelque sorte fermée jusqu'en 2019. Et deuxième élément qui pourrait expliquer cela, c'est que c'est la question de rentabilité. En tout cas, c'est ce que met en avant les acteurs politiques. Et surtout, quand j'ai été en rendez-vous avec le régulateur, il m'a dit qu'au niveau sous-régional, au niveau de la sous-régionale, on a des télévisions qui fonctionnent comme des vidéothèques. C'est-à-dire qui n'ont pas d'employés, qui n'ont pas une structure salariale, qui n'ont pas une grille de programme et qui fait passer tout et n'importe quoi. Et donc, pour pouvoir faire bénir des médias de qualité, ils ont préféré faire attendre un peu l'opinion publique à l'effet d'avoir des acteurs qui seraient capables de pouvoir proposer des bons contenus. Mais cet élément n'est pas simplement le seul élément qui pourrait l'expliquer. Un troisième élément serait la question de faire cohabiter passage du numérique, de la diffusion analogique au numérique. Vu que c'est un investissement lourd pour les pays en Afrique, ils ont considéré que passer au numérique sans être à mesure de pouvoir ouvrir l'espace médiatique, puisque qui dit espace médiatique dit parfois libéralisation de certaines opinions et de mon point de vue, les systèmes politiques n'étaient pas capables de pouvoir admettre une pluralité d'opinions au-delà de ce qu'ils voulaient entendre, de ce qu'ils voulaient accepter dans l'espace public. Et deuxièmement, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a depuis longtemps cultivé ce qu'on peut appeler un autoritarisme politique. De son indépendance jusqu'en 1993, où il y a eu la première élection entre deux adversaires, il n'y a jamais eu un pluralisme politique qui pourrait faire advenir des opinions diverses. Donc,
de 60 jusqu'en 93, on a eu ce qu'on appelle le parti unique en Côte d'Ivoire, et donc tous les médias appartenaient à l'État. Et d'où aujourd'hui l'impossibilité de dire qu'il y a des médias de service public en Côte d'Ivoire malgré la libéralisation. Quand je dis service public, c'est par abus de langage. Si vous vous rendez sur le site internet du gouvernement ivoirien, tous les médias que j'ai cités appartenant au groupe radio-télévision ivoirienne, ces médias sont des médias d'État. Ça montre comment la communication est perçue et ces médias sont aujourd'hui plus ou moins dans l'optique de légitimer l'action politique. Deuxièmement, le deuxième volet de votre question concernant la tolérance administrative. Alors, ces médias sont récents, depuis 2019, et leurs activités s'opèrent dans un cadre législatif. Mais le fait que la loi vient toujours a posteriori des pratiques, et comme dans a posteriori des pratiques, et donc le régulateur, il est toujours en train de rattraper certaines pratiques, et je peux vous dire que ce n'est pas une tâche facile. C'est vrai que dans la récente modification de la loi, on a, dans les prérogatives de l'autorité de régulation, la capacité de pouvoir inciter aux plateformes de partage des vidéos, de retirer certains contenus ou encore de réguler certains commentaires en ligne. Je peux vous dire que c'est de l'abus et c'est aussi une politique de façade, puisqu'on sait très bien qu'aucun État actuellement, peut-être en dehors de l'Union européenne, n'est capable de pouvoir contraindre les plateformes. Et donc l'Afrique, qui est dénuée de moyens, ne peut pas le faire. Mais c'est bien à souligner qu'il y a un cadre législatif qui structure cela. Donc, fini, la tolérance administrative naît d'un premier élément qui est le fait que les propriétaires des médias appartiennent plus ou moins au secteur du pouvoir, donc on ne tape pas trop sur les amis. Et deuxièmement, le fait que les pratiques, disons, la régulation se fait à posteriori. J'espère avoir répondu plus ou moins à vos questions. Et avec a perfect timing. Est-ce qu'il y a, are there any questions like right up here? Because it's 12:45, it's exactly lunchtime. So we finished right on time. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Thank you so much to all the panelists and to our moderator.